Je m'appelle Bertrand Rakoto. J'ai fondé il y a un peu plus d'1 an le cabinet D3 Intelligence qui fait de l'intelligence économique. Donc en fait, c'est d'abord se renseigner, savoir trouver des informations. Et puis j'accompagne en fait des acteurs de l'automobile à trouver des informations sur leur marché, savoir analyser et élaborer des stratégies par rapport à ça. Donc essayer de comprendre en fait où on est, pourquoi on est là et où est-ce qu'on va demain. Globalement, pour parler du business model automobile, parce que je vais rentrer directement dans le vif du sujet, il y a deux parties. Il y a la partie automobile et puis il y a la partie pièces qui nous intéresse aussi aujourd'hui dans le cadre d'équipe auto. Si vous regardez un petit peu ce graphe-là qui est en train d'évoluer, tous les business automobiles ne sont pas faits pour durer. Il y en a qui sont morts il y a très longtemps, il y en a qui sont très éphémères. Il y en a qui, si vous regardez simplement par exemple des boutiques, Blockbuster, on parle d'un film aujourd'hui, c'est un blockbuster, c'était une boutique pendant très longtemps. Je pense que tout le monde ici a déjà vu des magasins où on va louer des vidéos. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Il y a plein de boutiques comme ça. Il y a des gens qui ont monté des boutiques pour vendre des téléphones portables il y a 10 ans et puis aujourd'hui, ils vendent des e-cigarettes ou ce genre de choses. Tous les business models ne sont pas faits pour durer. Et l'automobile, pourtant, c'est un business model qui est là depuis plus de 100 ans, donc qui a subi des évolutions. On parle souvent de révolution, malheureusement, ce sont plutôt des évolutions que des révolutions. Donc il faut savoir anticiper, comprendre et ce qui se passe autour de soi pour mieux maîtriser, voire carrément parfois prendre le lead sur certains changements. Donc le modèle économique de l'automobile, c'est simple. On construit une voiture, enfin on va la concevoir, on va la construire, on va la vendre. Il y a la prévente et puis il y a la déconstruction. Donc 4 étapes qui sont simples, qu'on rencontre partout. Éventuellement, il va y avoir la restauration pour des véhicules plus âgés. Il va y avoir des véhicules qui vont se construire un peu au fil du temps parce qu'il y a un carrossier qui va arriver au milieu. Il y a beaucoup de choses, mais à la base, ce sont 4 éléments qui n'ont pas changé depuis l'avènement, depuis la création de l'automobile. Pourtant, aujourd'hui, on voit des nouveaux acteurs arriver. On en a toujours vu, mais pas forcément en apportant des changements sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qui se passe dans l'automobile. Et aujourd'hui, ces acteurs, on les voit de plus en plus. On parle beaucoup de la Silicon Valley, donc de Google et d'Apple principalement. On parle de Tesla, mais Tesla, ça reste un constructeur qui n'a pas apporté de grandes révolutions, qui a apporté des changements, qui a apporté des nouveautés, mais pas franchement de révolution. Aujourd'hui, la révolution, on parle beaucoup de la voiture autonome. Or, la voiture autonome, ça reste un mode de conduite, ça reste une évolution de la voiture, puisque petit à petit, on a eu depuis 20 ans des aides à la conduite sur les voitures. Ça fait partie des aides et des évolutions des aides, finalement, la voiture autonome. Ça n'est pas une révolution, ça n'est pas un changement dans le business model. Le changement dans le business model, c'est plutôt aujourd'hui des écosystèmes. Parce que là, on va commencer à parler de l'usage de la voiture. Donc, ce n'est pas simplement la vendre et l'entretenir et s'en servir au milieu, c'est comment on va s'en servir, comment on va rentabiliser son fonctionnement, comment on va faire évoluer tout ça. En France, voire en Europe, le leasing est quelque chose d'assez peu répandu chez les particuliers. Ça reste 25% du marché de la vente automobile. C'est principalement des flottes d'entreprises. Ce ne sont pas des particuliers, ce ne sont pas des sociétés de services qui vont louer des voitures, même si ça devient de plus en plus le cas. Autolib, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais demain, on va avoir d'autres systèmes. Donc là, c'est le système développé qui s'appelle Movel, qui est développé par Daimler. Et Daimler a son écosystème complet pour pouvoir permettre de voyager à travers tous les modes de transport possibles, dont l'automobile. Et tous ces changements-là, y compris Google et Apple qui disent vouloir rentrer dans la voiture, vont apporter des changements plus profonds. Parce que ces changements vont tourner le véhicule non plus vers la vente et l'utilisation, mais vraiment vers l'usage du véhicule et comment on va l'utiliser. Et c'est là où il y a un grand changement. Et ce grand changement est lié à une chose qui me tient beaucoup à cœur puisque je travaille sur la donnée automobile. Et donc c'est ce qu'on appelle le big data. Alors le big data, on peut fourrer tout ce qu'on veut dedans. A priori, tout le monde va vous dire qu'il fait du big data. Tout le monde en fait un petit peu d'ailleurs, et puis on en fait tous. Je vous voyais juste avant de commencer l'intervention, tout le monde avait son téléphone portable. Donc tout le monde en fait nourrit un certain nombre de bases, sans que vous le sachiez. Vous avez donné votre accord, soit en signant les droits Apple, soit avec Android en donnant à chaque fois votre accord pour qu'une application utilise vos données. Donc en fait, vous faites partie de tout ça, parce que vous vous servez de services gratuitement, en contrepartie de quoi vous donnez votre position, l'usage de vos applications, ce que vous faites de vos téléphones, quand et comment. Tout ça, en fait, permet de nourrir un profilage. Je pense que certaines de vos sociétés travaillent peut-être déjà avec ça. On crée des leads, on essaie de comprendre qui est le client, comment il se comporte, ce qui lui plaît, ce qui lui fait envie. Est-ce qu'on peut aller au-devant des besoins non exprimés, ce qui est aujourd'hui la chose la plus difficile, d'essayer de comprendre ce dont le client peut avoir besoin, mais pour lequel il n'en est pas conscient. Ça paraît stupide, mais si on prend par exemple la phrase d'Henry Ford, s'il avait demandé à ses clients ce qu'ils avaient voulu, ils auraient préféré des chevaux plus rapides. Et lui, il a apporté une voiture.
Donc c'est ça aussi, répondre à des besoins inexprimés, c'est essayer de comprendre qui sont les clients, comment on peut vraiment les satisfaire, comment on peut apporter un service supplémentaire. Tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est ce qui intéresse Google, c'est ce qui intéresse Apple, c'est d'essayer de comprendre, en fait, quel est l'usage de la voiture, comment eux peuvent se rémunérer dessus, comment eux peuvent faire évoluer, en fait, tout le business model de la voiture. Parce qu'aujourd'hui, la voiture, on la paye, mais l'usage qu'on en fait aujourd'hui n'est pas rentabilisé, n'est pas rémunéré. Or, la voiture rémunérée, ça peut être la voiture de demain. Et c'est là où il y aura un changement de business model majeur dans l'automobile. Ce projet, ça s'appelle le Free Car Project, c'est créé par un ingénieur français qui s'appelle Michael Walid. L'idée est simple. Quand on a un véhicule, ce véhicule, à chaque fois qu'on va acheter quelque chose avec, on génère du chiffre d'affaires. Sur la vie d'un véhicule, en moyenne, c'est entre 120 et 150 000 euros de chiffre d'affaires généré par le déplacement du véhicule. C'est-à-dire aller dans un magasin, aller faire l'entretien du véhicule, aller acheter de l'essence. Tous ces transports, tous ces trajets génèrent en fait du chiffre d'affaires quelque part. Donc aujourd'hui, vous avez des coupons, vous recevez sur votre boîte email, sur votre téléphone, des remises, des rabais pour aller à tel endroit. Or demain, si Google rentre dans la voiture, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est vous donner le rabais du magasin qui est sur le chemin. Puis si le parking, lui, si le parking est numérisé, on pourra vous dire, vous pouvez vous garer en plus à telle place, on peut vous la réserver. Et puis, si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, on peut vous dire si cette personne est à l'heure ou pas. Tout ça, en fait, ce sont des services qui vont venir. Et ces services-là, derrière, il y a une rémunération. Pourquoi le véhicule ne serait pas payé par ces systèmes-là? Plutôt que de vous avoir systématiquement des remises et des rabais, demain, vous pouvez avoir simplement votre véhicule qui est financé petit à petit par ces choses-là. On se rapproche un petit peu d'une chose qu'on a vue il y a quelques années, la publicité sur les smart. Vous rouliez avec de la pub, vous faisiez de la pub, donc vous étiez rémunéré pour le nombre de kilomètres que vous faisiez avec la voiture. Là, c'est un petit peu le même principe. Donc ça se passe comment? Vous avez votre voiture, vous allez faire des achats, et ces services permettent de rémunérer directement le constructeur, ou le leaser, ou une autre société qui possède et qui est celle qui a vendu la voiture. Donc en fait, c'est là où il peut y avoir un vrai changement. C'est là où la voiture change de business model. Elle ne devient plus simplement la voiture qu'on va aller acheter, elle devient la voiture qu'on va utiliser. Alors on nous parle beaucoup des générations qui ne veulent plus posséder de voitures, qui veulent aller vers des voitures plus en partage, ainsi de suite. Il y a eu une étude de la FIAV qui a montré que finalement, majoritairement, même les jeunes générations voulaient toujours posséder leur voiture. Donc ça veut dire qu'on n'est pas juste dans un modèle où on va être tous avec des autos libres, on va tous avoir une voiture, mais il va falloir la rentabiliser de mieux en mieux. Parce qu'elle coûte de plus en plus cher dans les milieux urbains, parce qu'il va y avoir de plus en plus de taxes, parce qu'il va y avoir de plus en plus de restrictions de circulation. Donc il va falloir de plus en plus trouver un moyen de rémunérer cette voiture, de pouvoir faire en sorte que cette voiture, on n'a pas juste un coût et puis après on subit la décote et l'entretien. Il faut savoir la faire vivre et ça c'est le vrai changement qu'on peut prévoir du business model automobile pour les années à venir. Et dans ce cadre-là, j'en viens à la deuxième partie, donc la place de la pièce dans ces voitures rémunérées ou ce changement de business model. On sait que les voitures deviennent de plus en plus connectées. J'en parlais tout à l'heure. Il y a Google qui lorgne énormément sur les IHM, les interfaces homme-machine qui sont dans les voitures, pour savoir, alors pas seulement gagner du temps de surf pendant que la voiture sera autonome et conduira toute seule, c'est aussi savoir quels sont vos déplacements, où est-ce que vous allez acheter des choses. Et sur chacune de ces transactions, Google va pouvoir faire de la pub, éventuellement faire des marges. Alors Google ou un autre. Aujourd'hui, les constructeurs essaient de bloquer tout ça. Pourquoi? Parce que peut-être ils ne comprennent pas forcément toujours très bien comment ils vont pouvoir s'insérer dans ce modèle-là. Ça n'est pas leur métier, ça n'est pas de là d'où ils viennent. Et puis ça fait 100 ans qu'on vend les voitures de la même façon, pourquoi ça changerait aujourd'hui? Alors vous l'avez vu tout à l'heure, le métier du disque, il a énormément changé, ne serait-ce que sur ces 30 dernières années. Donc pourquoi l'automobile n'évoluerait pas rapidement, maintenant qu'il y a Internet, maintenant que la voiture va être connectée, et maintenant qu'on va avoir de plus en plus d'opérations que la voiture va pouvoir gérer elle-même. Donc pensez qu'une voiture connectée, c'est pas seulement une voiture qui va faire un appel d'urgence avec le e-call en 2017, c'est une voiture qui va pouvoir vous dire si votre agenda est connecté à la voiture, savoir si l'autre personne avec qui vous avez rendez-vous est à l'heure ou pas. S'il est en avance, prendre un autre trajet. S'il est en retard, vous dire que vous pouvez vous arrêter pour faire le plein, gonfler les pneus parce qu'il manque de la pression ou n'importe quoi. La voiture va devenir plus interactive, elle va pouvoir vous aider à faire vos choix et puis remplir votre emploi du temps, vous faire consommer plus. Et ça, c'est un autre débat. Mais globalement, la voiture connectée a aussi un autre aspect, c'est celui en cas d'accident de pouvoir détecter, ou en cas de panne, de pouvoir détecter exactement quelle est l'ampleur des dégâts, avant bien sûr des montages et de regarder plus loin.
et de pouvoir éventuellement, lorsqu'on va avoir une réparation à faire, commander la pièce, avoir une chaîne logistique plus rapide pour savoir où est la pièce, où est le garage le plus proche, quand est-ce que la voiture peut être réparée, est-ce qu'on peut vous mettre une voiture à disposition entre-temps. Tout ça, ce sont des services aujourd'hui. Vous êtes sur le bord de l'autoroute, vous prenez votre téléphone, vous appelez l'assurance, vous avez 2 h du matin, il n'y a pas de voiture de location, il va falloir prendre un taxi, puis le taxi va vous envoyer vers un hôtel, et puis cet hôtel, il va falloir revenir le lendemain, aller chercher une voiture. Bon, je peux parler de plus en plus vite et ce sera toujours aussi long, mais aujourd'hui, tous ces services-là, vous devez prendre votre téléphone, vous devez le faire, vous devez faire la démarche. Demain, la voiture, l'objectif, c'est qu'elle soit capable de gérer tout ça elle-même. Donc, quel est l'intérêt là-dedans pour la pièce? L'intérêt, il est double. Et savoir déjà, d'une part, de ne pas se faire voler tout le marché par les constructeurs qui vont essayer de verrouiller le système, et puis également de pouvoir se placer pour que le consommateur, dans sa voiture, puisse lui-même avoir le libre choix de savoir qui va réparer, comment et à quel prix. Donc tout ça, c'est une démarche à avoir, sachant que il ne faut pas oublier une chose, c'est que toutes les voitures ne se remplacent pas du jour au lendemain. Donc il y a un parc roulant qui va être important. Aujourd'hui, le parc roulant, il vieillit de plus en plus. Je crois qu'il y a 2 ans, il était à 8,5 ans, on a 8,7. Et chaque année, on prend un petit peu plus, d'autant que le marché français, pour ne prendre que cet exemple-là, le marché français est en baisse. Enfin, il est toujours bas, même si le marché français est en hausse, il reste bas. Soyons précis. Et dans ce cadre-là, en fait, on peut s'apercevoir qu'il y a des voitures qui durent de plus en plus longtemps et d'autres voitures qui vont devenir, pas jetables, mais de plus en plus remplaçables. Aujourd'hui, le cahier des charges d'une voiture, alors on le voit peut-être assez mal, c'est 7 ans ou 250 000 km. Et puis dedans, vous avez plein de systèmes assez merveilleux qui vous font le GPS, qui vous font tout un tas de services. Si vous prenez une voiture d'il y a 10 ans et que vous prenez le GPS, c'est au secours. Vous avez envie de partir en courant. Le truc, il est dépassé. La pixelisation, c'est les carrés qui sont gros comme un dé. C'est absolument insupportable. On peut plus mettre à jour. Les mises à jour coûtent ultra cher. Aujourd'hui, là où Tesla est en rupture, par exemple, et joue les agitateurs, c'est que Tesla arrive simplement en faisant les mises à jour gratuitement, en ligne, sans que vous ayez à amener la voiture au garage. Donc vous n'avez pas besoin d'aller acheter un DVD avec la cartographie Europe et la mise à jour du logiciel du GPS avec... la mise à jour du logiciel du GPS pour 150 € par an. Ce genre de choses, demain, c'est terminé. C'est un business model qui est mort. Essayer de vendre absolument tout ce qui peut être gratuit parce que ça peut être rémunéré, parce qu'on peut aller chercher des infos sur ce que vous faites, c'est totalement indolore. Et puis vous, ça vous permet de bénéficier des choses gratuitement. Ça, c'est un changement de business model. Il faut que demain, l'automobile puisse vraiment s'accorder avec tout ça. Donc, d'un côté, on aura des voitures qui vont évoluer vers des voitures de plus en plus modernes et de plus en plus connectées. Et de l'autre, vous aurez toujours des voitures, je pense que vous peut-être tous avez déjà vu cette émission, ce sont 2 Anglais qui prennent des voitures et qui les réparent, mais ils réparent les voitures le moins cher possible pour les revendre. Et pour faire des marges, en fait, ils démontent les modules un à un. Ils vont démonter une toute petite pièce sur un boîtier pour changer juste la pièce qui est en panne. Aujourd'hui, ça, vous ne l'avez plus. Vous allez voir n'importe quel MRA, n'importe quel réparateur, on va vous changer d'abord, on va brancher la valise. Avant, un type qui se penchait sous le capot, qui regardait, qui bidouillait 2 trucs, qui ressortait une clé, qui disait « Ah, voilà la pièce ». Bon, là, aujourd'hui, vous allez dans un garage, on va vous changer un module. Le module coûte très cher. Les pièces en éclaté n'existent pas forcément, ou alors elles vont être sous une autre référence, ou alors il faut aller les chercher chez un quincaillier, parce qu'il suffit d'avoir une rondelle cassée parfois dans un système de levée des soupapes. Et puis on va vous changer le système de levée des soupapes. La rondelle, elle coûte 30 centimes. Le système de levée des soupapes variable, il vaut 2 500 €. Donc ces voitures qui vieillissent de plus en plus et qui restent dans le parc parce qu'elles sont finalement assez simples à faire fonctionner, ces voitures vont continuer d'exister. Donc il va falloir faire cohabiter en fait un modèle qui est un peu ancien avec un modèle qui est très nouveau. Donc d'un côté, savoir toujours vendre des pièces parce qu'il faut toujours être présent alors que c'est la voiture qui va faire beaucoup de choses elle-même et il y aura des gens connectés directement à cette voiture pour savoir quand les pièces vont être à changer, donc quand est-ce qu'il faut vous contacter sur votre email, sur votre IHM, chez vous, sur votre téléphone, et puis d'autres personnes qui auront toujours besoin d'aller chez le garagiste. Donc tout ça, ça fait des grands changements, et ces changements, il faut pouvoir les prévoir. Il y a 15 ans, on a vu une entreprise, Oscaro, qui est arrivée en France, et puis qui a commencé à faire grincer des dents à droite et à gauche. Autodistribution et d'autres n'étaient pas forcément tranquilles de voir arriver un nouvel acteur, même si Autodistribution travaille beaucoup beaucoup plus en B2B qu'en B2C. Malgré tout, c'était vu comme une menace. Donc, il y a des choses très importantes à retenir, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché de la pièce, sur Internet, 62% des échanges sont faits par des acteurs qui sont uniquement sur Internet, donc qui sont des gens qui n'ont pas de boutique physique. Donc c'est quand même très important. Ça veut dire que ce marché-là a été perdu, raté
par les acteurs qui étaient là avant, parce qu'ils n'ont pas su voir arriver le business Internet. Pourquoi j'ai mis Caradisiac? C'est aussi parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin d'information. De plus en plus, les gens vont sur Internet pour se renseigner. On a un bobo au doigt, on va sur Doctissimo. On a la voiture en panne, on tape sur Google voiture en panne. Puis on commence en disant bonjour sur un forum, ma voiture en panne. Hier, elle marchait bien, aujourd'hui, elle est en panne. Bon, en général, ça arrive comme ça. La voiture, elle marche jusqu'à ce qu'elle ne marche plus. C'est un peu comme un enfant, il est malade, et puis d'un coup, il est pas malade, et puis d'un coup, il a de la fièvre. Une voiture, c'est pareil, il faut se renseigner, on a toujours peur d'avoir une facture où on se fait raconter la facture avec des mots tellement techniques qu'on a l'impression d'être un imbécile. Et puis on rentre chez soi en disant j'ai pas confiance, il y en a pour 6 000 € pour changer 4 bougies, c'est normal. Et toute cette confiance-là, elle peut être retrouvée parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est une plateforme d'échange. Donc il y a des gens qui vont demander conseil et puis après ils vont acheter une pièce sur Internet. Donc tous les acteurs qui étaient là auparavant, la plupart sont arrivés en retard. Donc l'exemple par exemple d'autodistribution avec Autosimo, aujourd'hui ils ont un site Internet, c'est très bien, mais c'est trop tard. Alors pour rattraper le retard, il faut faire preuve d'énormément de créativité. Et quand on n'a pas eu la créativité pour innover ou pour anticiper le marché, donc pour faire l'intelligence de marché nécessaire avant de se faire damer le pion par des nouveaux acteurs, c'est beaucoup plus dur après de pouvoir rattraper le retard. Donc certains ont des solutions. Par exemple, Michelin a acheté une partie d'Allopneu, PSA avec Mister Auto. Pourtant, ils avaient chacun un acteur. Michelin avait Euromaster, alors qui a créé le site PopGum, mais PopGum n'a pas réussi aussi bien qu'Allopneu. PSA avait créé Eurorépar au début des années 2000. Qu'est-ce qui les a empêchés sur le moment d'aller vers Internet et de faire un catalogue en ligne et de faire de la vente de pièces? De ne pas connaître certainement comment allait se passer Internet, de ne pas savoir prévoir, de ne pas savoir investir là où finalement il y a peut-être un risque, mais faire un business, c'est aussi prendre des risques, prendre des décisions. Et finalement, Eurorépar, ce sont des garages physiques, donc un vieux business model face à des gens qui arrivent avec un business model plus au goût du jour et puis qui sont performants. Donc c'est très dur parce que en même temps, ces entreprises sont des entreprises qui sont centenaires. Et elles doivent s'adapter à un business model qui est très récent, avec des gens qui sont tournés vers l'efficience, qui sont sans process, ou du moins pas de process lourd, qui ont peu de parasitage dans les systèmes hiérarchiques. Donc pour eux, c'est une vraie nouveauté d'essayer, non pas d'appliquer leurs recettes à eux, mais de s'inspirer de ce qui se passe là, pour réussir aussi ce qui se passe là. Le changement de business model automobile, de ne plus vendre une voiture, mais de savoir comprendre son utilisation, ça se passe aussi comme ça. C'est en absorbant des acteurs, pas forcément en les changeant, mais en se changeant soi au contact de ces gens-là. Donc comment conduire tout ça? Quels sont les moyens à disposition quand on n'est pas forcément sur Internet ou pas forcément encore performant sur Internet? Il n'est jamais trop tard pour y arriver. Il y a beaucoup d'outils. Être absent d'Internet, c'est plus dangereux que d'y être de mauvaise façon. Parce que quand on est absent d'Internet, non seulement on ne sait pas ce qui s'y passe, mais en plus on ne maîtrise pas ce que les gens disent sur vous. Donc quelqu'un qui est absent complètement d'Internet, il ne sait pas du tout, il n'a aucune maîtrise, il ne peut pas changer. Je parle de quelqu'un, personne physique ou personne morale. On ne peut pas changer ce qui est dit sur soi à partir du moment où d'abord on n'en est pas le témoin, et ensuite on n'a pas la main dessus. Donc il est très important d'être sur Internet, d'être présent pour tous les moyens possibles. Aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, Facebook est de plus en plus utilisé au niveau business. Alors pas simplement pour aller déposer de la pub. C'est pas un endroit où on va déposer de la pub Internet. C'est un endroit où on va discuter avec le client. C'est un endroit où on va améliorer l'expérience client. C'est un endroit où on va essayer de comprendre ce que le client veut avant même qu'il l'ait dit. Parce qu'il est en train de demander conseil, on se dit tiens là il y a peut-être quelque chose à faire. Parce qu'il demande un conseil sur un truc, mais nous on est capable de livrer autre chose, de plus performant, de mieux, de plus approprié, que la concurrence ne sait pas faire. C'est en allant sur Facebook, parce que quand quelqu'un veut acheter une voiture ou veut changer une pièce ou une voiture en panne, il peut lancer sur Facebook, bonjour, ma voiture en panne, si quelqu'un connaît dans mon réseau, il faut être présent, il faut savoir lire. Alors c'est pas forcément évident, parce qu'il y en a qui mettent des pages complètement privées, et puis il y en a d'autres qui vont poser ces questions-là sur des forums ou des pages de discussion. Il faut savoir aller le chercher, il faut savoir aller le voir. Alors c'est pas simplement le marketing, c'est plus du marketing opérationnel, où on lance de la pub et puis on attend qu'il y ait des gens qui reviennent avec le prospectus en disant c'est vrai ce que vous avez écrit là? Non, non. C'est d'aller voir le client parce qu'on sait qu'il a un besoin, on sait qui il est et on sait comment on va satisfaire ce besoin. Tout ça, c'est tous les outils Internet d'aujourd'hui. Savoir communiquer et savoir relever et aller chercher le besoin. Et pour tout ça, donc c'est ce qui explique aussi la présence de tous ces nouveaux modèles économiques et toutes ces nouvelles solutions qu'on voit naître, qui étaient des solutions qui pouvaient exister avant, mais qui n'étaient pas forcément efficaces ou pas forcément faciles à mettre en œuvre. Or aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Il faut être créatif.
Et être créatif, c'est pas forcément évident dans des sociétés qui ont 30, 40, 50, 60 ans, 100 ans. Parce qu'on se dit, bon, on va mettre une boîte à idées, ou alors on va mettre 4 types dans un bureau pour essayer de créer des choses. On ne provoque pas la créativité. C'est quelque chose qui doit être mis dans un lieu fertile. Et ce lieu fertile, eh ben, il faut trouver d'abord les gens qui sont capables de le faire. Puis après, il faut les laisser vivre pour ça. Les process d'entreprise ne sont pas forcément ce qui laisse le plus facilement le champ à ce genre d'activité. L'activité créative, elle va faire naître l'innovation. Mais l'innovation, c'est une fois qu'on met en place ce qui était inventé par les créatifs. Alors, comment certaines choses créatives sont arrivées? Par exemple, Oscaro, parce que Piano et Luigi cherchent une pièce sur Internet. Le e-shop Mercedes, parce que les gens achètent de plus en plus sur Internet. Et aujourd'hui, on ne peut pas acheter sur Internet des pièces d'un constructeur. Mercedes permet de mettre en ligne ses catalogues. On va chercher la pièce chez le concessionnaire, mais on la commande en ligne. Aujourd'hui, si vous voulez acheter une pièce d'une autre marque, c'est très compliqué d'avoir une pièce d'origine sans se déplacer directement dans la concession, aux heures d'ouverture. Le samedi, en général, le magasin n'est pas ouvert. Donc tout ça, ça fait partie du service. C'est partie de l'expérience client aussi. Vous avez un site, là, qui est juste à côté, qui s'appelle Contrôle technique gratuit. C'est le même principe, c'est l'économie du gratuit. C'est essayer de comprendre comment est-ce que finalement on a un service qu'on ne paye plus aujourd'hui, mais en contrepartie de quoi on laisse un certain nombre d'informations. C'est totalement indolore, et puis même c'est mieux, parce que plutôt que de vous remplir votre boîte aux lettres avec des prospectus, c'est le moment où vous aurez le besoin qu'on vous donnera l'information exacte qui correspond à votre besoin. C'est de la vraie publicité, c'est pas juste vous étouffer sous une pile énorme de choses dont finalement il y en a 90% achetés, donc découragé, on ne regarde même pas ce qu'il y a dedans et on passe à côté souvent d'une bonne affaire. Il y a aussi tout ce qui est conciergerie automobile, les self-garages. Alors on parle beaucoup d'Uber, l'ubérisation de l'économie. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais à chaque fois qu'il y a un truc internet, maintenant on va parler d'ubérisation. Ça fait bien, ça fait riche dans les salons, ça fait limite consultant à 4500 la journée. Bon, c'est un service qui est là, qui a changé quelque chose. En revanche, ça a agité quand même la planète des taxis. Si vous regardez simplement le business model des taxis, pourquoi Uber est né? Parce que 2 Américains étaient à Paris et qu'ils ne trouvaient pas de taxi. Ils ont créé Uber. Alors, c'est pas un truc américain, c'est un truc américain, mais c'est quand même à Paris que c'est né. Je pense que tout le monde ici a déjà pris un taxi à Paris. Je ne sais pas si vous en avez pris un récemment. Moi, on est descendu, on m'a ouvert la porte, il y a une bouteille d'eau, j'ai mis un autocollant Wi-Fi 4G et on me demandait si la musique n'était pas trop forte. Quand je suis descendu de la voiture la première fois, j'ai regardé sur le toit s'il y avait encore un lumineux. C'est quand même étonnant, ces changements de business model. S'il n'y avait pas eu Uber, s'il n'y avait pas eu des services en plus, il n'aurait jamais eu l'idée de le faire. Donc on aurait eu un service de taxi qui serait toujours en déliquescence. Il y a des choses qui ont besoin d'être agitées, il y a des choses qui ont besoin de changer. On pourrait même imaginer qu'en anticipant un peu, en faisant de l'intelligence économique, on aurait pu imaginer que G7 crée son propre logiciel Uber, ou même simplement achète les licences Uber avant qu'elles n'arrivent en France. C'est des choses qui peuvent s'anticiper, qui peuvent se comprendre. Mais pour ça, il faut être prêt à changer. Il faut être prêt à changer de business model. Donc ça veut dire changer beaucoup de choses. Quand on entend parler d'Internet, par exemple de Blablacar, d'Uber et ainsi de suite, on dit oh, ça va mettre des taxis sur la paille, ça va mettre les vendeurs de pièces détachées sur la paille. Non, c'est un changement de métier. Il y a 150 ans, quand le train est arrivé, on a dit oh, les maréchaux ferrants, c'est terminé. Il y a des changements de métier. Il y a des métiers qui existent. Puis le lendemain, il faut les faire évoluer. Ils disparaissent. Le service ne correspond plus à la demande, plus à la technologie, plus aux besoins. Les besoins évoluent. Il faut suivre ces besoins, puis il faut en créer de nouveaux. Donc aujourd'hui, on a toute une atmosphère autour de l'automobile qui est en train d'évoluer. Elle évolue très vite, elle évolue aussi avec les voitures, mais pas seulement, elle évolue surtout avec les besoins et avec l'environnement autour de l'automobile. Je ne parle pas que de l'environnement dont on nous parle en ce moment avec le Dieselgate, c'est important, mais l'environnement automobile aussi est très important. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, Équipe Auto, et c'est pour ça qu'il faut réfléchir, non pas à comment on fait du business depuis 15 ans, comment, quand on rentre dans un poste, on va faire une passation de poste pendant 3 heures et puis après on va essayer de continuer ce que le précédent a fait. C'est comment on va innover, comment on va apporter quelque chose de nouveau là où on est et comment on va pouvoir provoquer, suivre ou devenir leader dans un changement. C'est parce on se sera retourné, on aura regardé autour de soi et puis on aura essayé de comprendre exactement ce qui se passe, quels sont les outils aujourd'hui à disposition pour pouvoir faire évoluer ce qu'on a entre les mains et essayer d'en faire quelque chose de plus performant. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je vais rester autour. N'hésitez pas.